Alors la prochaine conférence va être donnée par Sylvie Vauclair, astrophysicienne qui travaille à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de l'Observatoire Midi-Pyrénées. L'IRAP est aussi le pilote et les activités scientifiques du Pic du Midi, et elle est membre de l'Académie de l'air et de l'espace. Et puis c'est surtout une conteuse absolument remarquable. Voilà, je lui passe la parole. Merci Pierre. Alors, bien comme d'habitude, je vais vous emmener dans des directions et des échelles beaucoup plus grandes que celles dont on a parlé jusqu'à présent. Et le titre de mon exposé, c'est le destin des systèmes planétaires. Le destin au sens évolution et avenir. Qu'est-ce qu'on sait de l'avenir des systèmes planétaires? Et puis j'ai mis un petit sous-titre, quelle place pour l'humanité? Parce que, en fait, ce qui vous intéresse, ce qui m'intéresse en premier, je crois tout le monde, en fait, c'est nous. Hein. Nous, qui sommes-nous? Que faisons-nous sur cette terre? Quelle est notre place sur cette terre? Et quelle est la place de la Terre dans le reste de l'univers? Donc, quelle est la place de la Terre dans le système solaire? Et, eh bien, il y a d'autres systèmes planétaires que le système solaire. Il y a d'autres planètes ailleurs dans l'espace. Peut-être des planètes comme la Terre. On sait déjà qu'il y a dans l'espace des planètes solides comme la Terre, peut-être des planètes habitables, ce qui ne veut pas dire habiter, ça on n'en sait rien encore. Donc qu'est-ce que signifie tout ça et qu'est-ce que nous faisons ici, nous sur la Terre, à essayer de comprendre tout ça? Donc c'est un petit peu le but de mon exposé, et donc je vais bien partir de notre place ici sur la Terre. Cette Terre, on l'a vu, on a maintenant, disons, conquis un peu, on a une prise de conscience planétaire par les transports, par l'informatique, par l'Internet, la médiatisation. On a donc une conscience planétaire. On peut dire que l'humanité fait un tout sur cette Terre par rapport à l'espace, et en même temps, ça, c'est toujours le paradoxe qu'on retrouve partout. En même temps, il y a des guerres, en même temps, il y a des tribus, en même temps, il y a des problèmes de société, et puis des problèmes de pandémie. Mais vous allez voir que les virus, c'est pas nouveau. Hein, les virus existent. Pas ce virus-là, les virus mutent tout le temps, ce sont toujours des nouveaux virus, et là, nous avons un nouveau coronavirus, mais les coronavirus existent depuis longtemps, et puis les virus en soi probablement existaient avant même le début de la vie sur la Terre. Alors nous sommes sur la Terre, une des planètes du système solaire, je vais y revenir, et cette Terre, en fait, on n'a pas toujours, enfin pas souvent, je crois, conscience de ça. Cette Terre, l'humanité est dessus depuis très peu de temps. En fait, vous pouvez vous fixer les idées en vous disant que l'humanité, telle qu'on la connaît, bon, approximativement, n'est pas là sur la Terre depuis plus longtemps que l'épaisseur de l'ongle comparée à la dimension du corps humain. On est là depuis très peu de temps. Alors, si vous voulez, cette Terre, donc, et le système solaire tout entier, le Soleil, les planètes qui tournent autour, existent depuis un petit peu plus de 4,5 milliards d'années. Je vais revenir là-dessus, je vais vous expliquer très rapidement ce qu'on sait actuellement de la formation de ces systèmes planétaires, comment ces systèmes planétaires se forment, et en particulier comment le système solaire s'est formé. Mais avant d'en arriver là, je voudrais fixer les choses un peu plus par rapport aux échelles de temps sur la Terre. Donc la Terre a 4,5 milliards d'années, si on compare à ça, donc la dimension là, mes deux bras étendus. Eh bien, la vie est arrivée sur la Terre, pour autant qu'on le sache, parce qu'on ne sait pas tout, mais la vie est arrivée sur la Terre il y a un petit peu moins de 4 milliards d'années. Ça veut dire, si on commence là, c'est arrivé au niveau du coude, par rapport à l'âge actuel. Cette vie, c'était une vie dans les océans, c'était des algues bleues, et il y a une évolution énorme, avec la vie qui a quitté les océans pour arriver sur les continents,
avec toute l'évolution des espèces, tout ce qui s'est passé pendant si longtemps, si longtemps. Et puis on est arrivé à une époque que tout le monde connaît, surtout les enfants. Les enfants qui s'intéressent en général beaucoup à ça. C'est l'époque des dinosaures. Alors l'époque des dinosaures, je vous en dis juste un tout petit mot. Parce que, bon, tout le monde a entendu parler des dinosaures. Et les gens s'intéressent. Les scientifiques, le public. Tout le monde s'intéresse à la disparition des dinosaures. Comment se fait-il qu'ils ont disparu, les dinosaures? Alors d'abord, c'est pas tout à fait vrai. Les dinosaures n'ont pas tous disparu. Vous allez voir, il y en a encore maintenant. Donc ça, c'est la première chose. Et puis une deuxième chose, je vais vous dire une petite parenthèse qui, moi, m'interpelle beaucoup. C'est la chose suivante. Les dinosaures donc, sont arrivés sur la Terre à une période, par rapport à mon petit geste, là, comme ça. Les dinosaures sont arrivés sur la Terre comme ça. Tout ça, et ça correspond au poignet de la main droite. Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est comment est-ce qu'ils sont arrivés sur la Terre, ces dinosaures? Alors, on parle toujours des dinosaures en Afrique, enfin plein d'endroits. Il y a un endroit exceptionnel que je vais vous montrer, qui est en Argentine. Alors, en Argentine, vous avez un désert qui s'appelle Ischigualasto, ou Vallée de la Lune. C'est un endroit qui voit affleurer la période du Trias, c'est-à-dire quelques centaines de millions d'années dans le passé. Ça, c'est à cause de la formation des Andes. Quand les Andes se sont formées, ça a fait émerger cette période ancienne. Et cette période ancienne, c'était l'époque où il y avait des dinosaures. Alors on trouve plein de squelettes de dinosaures de toutes sortes. Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'on sait maintenant que, à l'origine des dinosaures, il y avait ce petit animal-là, peut-être pas tout seul, le Marasuchus, qui mesurait quelques dizaines de centimètres. Quelques dizaines de centimètres. Comment est-ce que c'est possible qu'avec des animaux, il y a 240 millions d'années, qui faisaient quelques dizaines de centimètres, on est arrivé à des monstres qui faisaient entre 30 et 40 mètres et qui pesaient jusqu'à 90 tonnes. Il a fallu du temps, hein, mais comment on en est arrivé là? Alors moi je vais vous dire ma petite remarque, avant de passer à la suite de la vie. Ma petite remarque, c'est que ça ne m'étonne pas du tout que ces animaux aient disparu. Vous imaginez 90 tonnes, qu'est-ce qu'ils mangeaient par jour? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour survivre? Pour moi, il suffisait de la moindre chose, la moindre petite famine, et qu'est-ce qui disparaissait? C'était ces gros-là. Et c'est ce qui s'est passé. Peu importe, enfin pas peu importe, mais on discute beaucoup, savoir si c'était une météorite dans le Yucatan, le volcanisme, les deux à la fois, etc. Mais c'est assez normal qu'ils n'aient pas pu continuer à vivre sur la Terre, ces gros animaux. En revanche, comment on en est arrivé là, ça, je crois que c'est pas encore bien connu. Comment on est arrivé, comment la Terre est arrivée à avoir une vie pareille à l'époque. Alors, je vous disais, les dinosaures, il y en a encore, les oiseaux. Hein. C'est pas les dinosaures tels qu'ils étaient à l'époque, ils ont évolué, mais en particulier les autruches. Les autruches qui sont des descendants directs des dinosaures. Et il y en a d'autres. Donc c'était une petite parenthèse, l'époque des dinosaures. Et si maintenant on en arrive à l'époque de la vie, de l'humanité, eh bien comme je vous le disais tout à l'heure, c'est juste la petite partie de l'ongle au bout de la main. Nous sommes là depuis très très peu de temps. Donc c'est pour moi un paradoxe, mais un paradoxe, c'est toujours constructif les paradoxes. Nous sommes là depuis tellement peu de temps. Et pourtant, nous avons la main mise sur la Terre entière. Nous pouvons transformer la Terre. Nous avons le pouvoir, bon ou mauvais, de transformer la Terre. Mais attention, nous n'avons pas le pouvoir complet. Nous n'avons pas le pouvoir complet et l'épidémie actuelle le montre bien. Que nous sommes à la merci de petites bêtes. Et les virus, ce n'est pas des petites bêtes, c'est des petits bouts de molécules. Mais nous sommes vraiment à la merci de pandémies ou de problèmes qui peuvent arriver sur cette Terre. Alors, cette Terre, nous l'abîmons. On en a beaucoup parlé, Hervé en a beaucoup parlé. Nous l'abîmons de plusieurs manières. Nous abîmons l'atmosphère en
lui envoyant des gaz qui la réchauffent. Nous abîmons le sol. Et nous disons, nous, les hommes et les femmes, qui sont tous tellement orgueilleux, nous disons, nous allons sauver la planète. Alors je voudrais seulement dire que ce n'est pas la planète qu'on va sauver, c'est l'humanité. Nous devons sauver l'humanité. Et nous devons sauver dans la planète ce qui sert à la survie de l'humanité. L'humanité qui est là depuis si peu de temps, c'est pas très sympa ce que je suis en train de dire. Mais l'humanité qui est là depuis si peu de temps, si elle disparaît, la Terre, la planète, elle va continuer. Hein. Elle va continuer son évolution. Donc c'est vraiment, c'est pas pour diminuer, au contraire, tellement important. C'est nous que nous devons sauver actuellement. Et je crois qu'il faut en avoir conscience. Alors donc la Terre qui fait partie du système solaire, 8 planètes du système solaire, elle est quand même très particulière puisqu'elle abrite la vie. C'est la seule qui abrite la vie pour autant qu'on le sache actuellement. On ne sait pas encore tout. Il y a des sondes spatiales qui sont allées un petit peu partout sur ces planètes. On n'a encore rien trouvé comme reste ou comme indication de vivant. Rien, nulle part. Ni sur les planètes, ni sur leurs satellites. Même si il y a des satellites, en particulier Jupiter et Saturne, ont des satellites qu'on appelle satellites de glace, qui sont couverts de glace, et on sait qu'en dessous de la glace, il y a un océan, et on se demande s'il ne peut pas y avoir de la vie dans ces océans. Et il y a des missions spatiales qui vont aller voir ces océans des satellites de glace de Jupiter et Saturne. Cette image de la Terre vue de Saturne, là on est sur Saturne ou à côté de Saturne avec la mission Cassini, et on voit la Terre, petit point bleu dans l'espace. C'est toujours impressionnant de voir la Terre, petit point bleu dans l'espace, et de se dire, ben, on est là en ce moment, au bout de la flèche. Et puis, bien, on a des visites, on fait des visites de, comme je vous disais, de toutes les planètes, en particulier les astronomes du monde entier sont très focalisés actuellement sur la planète Mars. Alors pourquoi Mars? C'est parce que c'est une planète proche, relativement proche de la Terre. D'ailleurs, on la voit le soir. Hein, si vous sortez le soir, on voit Jupiter très bien. Et puis un petit peu plus tard dans la nuit, on voit la planète Mars en ce moment. Donc l'idée, c'est que peut-être il y aurait eu de la vie sur Mars au début de son existence, les premiers milliards d'années, avant qu'il y ait la vie sur la Terre. C'est une hypothèse, mais une hypothèse qui repose quand même sur beaucoup de travaux. C'est tout à fait possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but de mon exposé aujourd'hui, mais en particulier l'atmosphère martienne était différente au début de ce qu'elle est maintenant. Elle était plus dense, ça permettait d'avoir de l'eau liquide, et puis il y avait un champ magnétique aussi, enfin toutes sortes de choses qui peut-être permettaient la vie. Alors Mars, eh bien, là, c'est une image du rover Curiosity, là-haut, qui se promène sur la planète Mars et qui a en particulier laissé ses traces sur le sol de la planète Mars. Là, on est sur Mars vraiment comme si on y était. Et puis, malgré l'épidémie de coronavirus, eh bien, vous avez le rover Perseverance, la mission Mars 2020, qui est partie comme prévu le 30 juillet, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, il y a 3 semaines, moins de 3 semaines même, qui est parti comme prévu de Cap Canaveral, et qui donc est parti vers Mars, qui va arriver le 18 février 2021 dans un cratère qu'on appelle G0. Et donc ce rover qui s'appelle Perseverance, c'est pas mal comme nom. J'ai mis des accents sur le E, en général on ne met pas parce que c'est plutôt le Perseverance américain, mais ça fait rien, on est français, j'ai mis des accents. Et donc ce rover va encore plus loin pour rechercher des signes de vie ancienne, collecter des échantillons martiens, non pas pour les ramener, mais les préparer pour qu'une autre mission plus tard puisse les ramener. Et la durée de la mission est prévue au moins une année martienne. Une année martienne, c'est 687 jours terrestres. Un jour martien, je dis ça pour le garçon qui est là, un jour martien, on appelle ça un sol, c'est un petit peu plus de 24 heures, 24 heures 40 minutes. Mais l'année martienne, c'est 687 jours terrestres. Alors, je vais vous parler de l'évolution de tout ça et de l'avenir,
parce qu'une des choses qui nous intéresse, c'est l'avenir de l'humanité, déjà, mais ça, c'est pas mon sujet vraiment. Que va-t-il se passer dans la suite de l'évolution de la Terre due à l'humain? Et la suite de l'évolution de la Terre, s'il n'y a pas de problème humain ou autre, d'une manière naturelle, c'est encore 5 milliards d'années. Donc c'est encore assez long. Que se passe-t-il aussi ailleurs, puisqu'il y a d'autres systèmes planétaires que le nôtre? Comment est-ce que tout ça évolue? Quel est le destin de tout ça? Alors quand je dis destin, je ne veux pas dire qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui vient veiller à l'avenir. C'est un destin qui est connu par la physique, qui est connu par les recherches qu'on fait actuellement. Alors c'est notre système planétaire, évidemment. Il est géré, il est né au départ avec son étoile centrale, le Soleil, et son passé, son avenir est géré en relation étroite avec l'évolution du Soleil. Alors là, je vous montre un schéma du Soleil. Le Soleil, c'est une grosse boule de gaz de 700 000 km de rayon, et il y a à l'intérieur, dans le cœur ici, des réactions nucléaires, des réactions de fusion nucléaire, c'est-à-dire de l'hydrogène qui se transforme en hélium, ça fournit de l'énergie. C'est pas direct 4 hydrogènes qui donnent un hélium. Il y a des tas de réactions nucléaires différentes qui se produisent, mais le bilan d'énergie final, c'est ça. 4 hydrogènes donnent un hélium, ça fournit de l'énergie nucléaire. Donc vous avez cette énergie nucléaire qui est fournie au centre et qui se propage ensuite sous forme d'abord des rayons X, des rayons gamma, des rayons X, et ça se propage à l'intérieur du Soleil pour finalement arriver à la surface. Alors ça se propage d'abord par rayonnement, et puis ensuite, dans les régions superficielles, ici, vous avez de la convection, c'est-à-dire des mouvements de matière qui aident au transport d'énergie. Alors tout ça, on le sait très bien. On le sait très bien, d'abord par le calcul, et puis l'observation de... Bon, le Soleil a des vibrations qui ne se voient pas à l'œil, mais qu'on peut détecter, qui permettent de savoir en détail quelle est la situation à l'intérieur. Et puis après, on arrive dans les régions extérieures, celles qui nous envoient la lumière, et il se passe des tas de choses à l'extérieur. Il y a du champ magnétique, il y a ce qu'on appelle des protubérances, quelque chose qu'on observe beaucoup au pic du Midi. Surtout des astronomes amateurs, au pic du Midi, il y a depuis très longtemps une noria, comme on dit, c'est-à-dire en permanence des astronomes amateurs par groupe de 2, je ne veux pas dire des couples au sens mari-femme, mais par groupe de 2 qui passent chacun une semaine là-haut et qui observent en permanence l'activité solaire, c'est-à-dire ces protubérances. Et puis il y a la couronne solaire qui peut s'étendre très très loin, et c'est quelque chose d'intéressant parce que le Soleil au centre à 15 millions de degrés, ensuite ça descend à un petit peu moins de 6000 degrés et ça remonte à 2 millions de degrés dans la couronne. C'est quelque chose qui a été très difficile à expliquer. Maintenant on commence à bien comprendre pourquoi il y a une couronne autour du Soleil qui est chaude comme ça. C'est au départ lié à des effets magnétiques. Alors ça, c'est le schéma du Soleil. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est quelque chose qui est très très bien connu. On connaît bien l'énergie qui est fournie à l'intérieur du Soleil. En fait, c'est la même que l'énergie solaire qu'on reçoit, la quantité d'énergie, même si elle s'est transformée au passage. Cette énergie-là, elle vient de la fusion d'hydrogène. On sait combien il y a d'hydrogène. On sait combien a été dépensé d'hydrogène depuis l'origine du Soleil, il y a un peu plus de 4 milliards et demi d'années, et on sait pour combien de temps il en reste. Donc 5 milliards d'années, ça vient de là, c'est clair, c'est connu. Alors on sait aussi que le Soleil évolue très peu. Donc là je ne parle pas, il y a l'activité en surface, mais pour l'instant je parle de l'intérieur. Il évolue un tout petit peu, très 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 lentement. Rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est une évolution extrêmement lente. Il grossit un petit peu et l'intérieur se contracte un petit peu. Mais c'est très très peu de choses.
Mais dans 5 milliards d'années, quand il n'y aura plus d'hydrogène au centre, là, ça va devenir très important. C'est-à-dire que le Soleil va se mettre à grossir, devenir ce qu'on appelle une géante rouge, en même temps que l'intérieur va se contracter. Donc ça, à ce moment-là, ça va être la fin du système solaire, s'il n'y a pas eu une fin avant. Donc je vais en arriver là, mais avant, un petit peu plus sur le Soleil. Il y a dans l'espace, il y a beaucoup de sondes spatiales, d'instruments dans l'espace pour observer le Soleil. Il y en a eu récemment, enfin je ne fais pas une description exhaustive de ça, pas du tout. Je voudrais simplement parler du satellite SOHO, qui est là-haut, qui a été lancé le 2 décembre 1995. Vous vous rendez compte, ça fait déjà 25 ans, avec 8 instruments à bord, dont, là j'en ai juste choisi 4, donc 2 instruments qui observent le Soleil en ultraviolet à 2 longueurs d'onde différentes, et puis ce qu'on appelle des coronographes, c'est-à-dire des instruments qui cachent le Soleil. Là, le Soleil est derrière le rond blanc, et plus ou moins 2 coronographes, l'un plus grand que l'autre. SOHO, depuis 25 ans, prend des images du Soleil tous les jours. Et là, donc, vous voyez, c'était hier, donc le 16 août 2020. Donc, 2 images du Soleil en rayon ultraviolet, pas la même longueur d'onde. On voit qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques points ici, quelques taches. Quand le Soleil est actif, c'est complètement rempli de taches, c'est complètement rempli de points brillants. Et puis là, vous voyez qu'il y a des éjections de matière qui viennent du Soleil, puis là, on les voit aussi. Donc ce sont des éjections de matière en période calme. En période active, il y a des grosses éjections de matière. Est-ce que ces choses-là peuvent avoir un petit peu à voir avec le climat? Certainement pas le réchauffement climatique dont vous a parlé Hervé tout à l'heure, mais il peut peut-être y avoir des fluctuations liées à l'activité solaire. Et ça, c'est des choses, on n'en est pas sûr encore. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est possible, mais on n'en est pas sûr. Alors, je parlais de l'Argentine. L'année dernière, il y a eu une éclipse totale. Une éclipse totale de soleil. Quand on a une éclipse totale de soleil, la Lune vient cacher exactement le soleil. C'est absolument magnifique. Il y en aura une en Espagne, donc en 20 ans, d'ici, je crois. Je ne sais pas. Enfin, il y en aura une en Espagne où vous pourrez peut-être aller, mais visible, en Espagne, je veux dire, visible depuis l'Espagne. Ça, c'était donc en Argentine. La Lune qui arrive là, on voit juste un tout petit peu du soleil. On dit qu'on a le diamant. Et puis le diamant qui diminue. Et quand il disparaît, vous voyez la couronne solaire. Ça, c'est absolument fabuleux. Pendant quelques minutes. Le maximum possible. Les plus grandes éclipses, c'est 7 minutes. Ça peut être 2 minutes. Bon, là, c'était, je ne sais plus, c'était 4 minutes, je crois. Voilà, donc ça, c'est pour le Soleil. Alors, comme je vous disais, ce système planétaire, on le connaît bien. On a encore beaucoup de choses à découvrir. On a beaucoup d'inconnus. C'est pour ça qu'on envoie des sondes spatiales aller voir les planètes, toutes les planètes, les unes après les autres ou en même temps. Mais pour bien comprendre notre système planétaire, le système solaire, pour bien comprendre sa formation, comment il est né, son évolution et comment il va terminer son existence, eh bien c'est très intéressant pour nous d'avoir découvert qu'il y en a d'autres, des systèmes planétaires. Parce qu'en étudiant les autres systèmes planétaires, on peut faire des statistiques, on peut replacer notre système solaire parmi les autres et on peut comprendre plein de choses. Alors, la première planète découverte autour d'une étoile autre que le Soleil, mais qui ressemble au Soleil, d'une manière ou d'une autre, qui s'appelle 51 Peg, c'était là aussi en 1995. Il y a aussi 25 ans. C'est la même année qu'on a envoyé le satellite SOHO. À propos, excusez-moi, mais le satellite SOHO, il a été monté, enfin, en grande partie fabriqué et monté à Toulouse. C'est quand même bien de le savoir, ça. Hein. Ce qui était à l'époque Matra, Marconi Space, qui est devenu Astrium et qui est devenu Airbus Defence and Space. Bah, ça fait bien quand même de donner des noms anglais, américains aux entreprises. Alors voilà, donc je reviens à la découverte de la première planète autour d'une étoile comme le Soleil, en 1995, par nos collègues suisses, Michel Mayon et Kellos, à l'Observatoire de Haute-Provence, près de Forcalquier, en France.
Ils ont eu le prix Nobel de physique l'année dernière pour ça. Ce que je vous montre ici, ce sont des dessins d'artistes. Il faut bien comprendre que les planètes en question qui tournent autour d'étoiles, on ne les voit pas. Je vais vous montrer tout de suite après. Je l'avais déjà montré l'an dernier, je crois, mais je vais le remontrer. Comment on... Enfin, deux des méthodes pour découvrir des planètes, il y en a plein d'autres, mais ces planètes, on ne les voit pas directement. Donc si on veut se faire une idée de à quoi elles ressemblent, il faut faire des dessins. Donc ça, ce sont des dessins d'artistes. Alors si ça vous intéresse, vous allez voir un site internet qui est incrémenté au jour le jour, qui s'appelle exoplanète.eu. Et là, vous avez au jour le jour le nombre des planètes découvertes, et puis toutes leurs caractéristiques, tout ce que vous voulez savoir, vous le trouvez. Et bien aujourd'hui, 4306 planètes dans la base exoplanète. Pratiquement dans la galaxie, il y a autant de planètes que d'étoiles. Alors, autant de planètes que d'étoiles, donc j'insiste toujours, ça ne veut pas dire que chaque étoile a une planète, mais ça veut dire qu'il y a des systèmes planétaires, puis il y a des étoiles qui n'ont pas de planètes. Mais statistiquement, il y a énormément de planètes dans la galaxie, donc le système solaire n'est pas du tout une exception. Pas du tout. C'est quelque chose de naturel, et il y en a beaucoup d'autres. Alors, juste très rapidement, c'est... La méthode la plus simple à comprendre pour détecter des planètes, c'est que si vous avez une planète qui passe devant une étoile, ben la lumière de l'étoile diminue. Ça, c'est vraiment très facile à comprendre. À partir de là, on peut savoir plein de choses. On peut savoir la période de rotation, donc l'orbite de la planète. On peut aussi, bon là je ne rentre pas dans les détails, pour savoir si c'est une planète solide, gazeuse, tout ça. Il y a des incertitudes, mais enfin on commence quand même à bien le savoir. Et s'il y a plusieurs planètes qui passent, eh bien on voit aussi plusieurs effets et on arrive à voir ça. Ça, c'est une méthode qui est utilisée surtout dans l'espace. On envoie des satellites et on mesure parce que cette différence de lumière, cette différence de luminosité, quand la planète passe devant l'étoile, c'est très petit, très très petit. Donc il faut avoir de la technologie bien poussée, bien précise, pour arriver à le détecter. Et donc ça marche dans l'espace, parce que sur le sol, on est gêné par l'atmosphère. Il y en a aussi sur le sol, hein, mais je veux dire, c'est beaucoup utilisé depuis l'espace. Cette méthode-là, qui est un peu plus compliquée à comprendre, mais pas tellement, c'est celle-là qui a été utilisée par Michel Mayor et Didier Queloz pour observer la première planète. C'est que si vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, ben l'étoile, elle tourne un peu aussi. L'étoile, elle n'est pas fixe avec une planète qui tourne autour, c'est les deux qui tournent l'une autour de l'autre. Et ce qu'on détecte, c'est le mouvement de l'étoile. Alors ça, c'est avec la lumière qui vient de l'étoile. Si l'étoile se rapproche, la fréquence de la lumière qu'il nous envoie est un peu plus élevée. Si elle s'éloigne, un peu plus faible. Et donc on voit ça qui fait une sorte de balance comme ça. Et on arrive à en déduire l'existence d'une planète. Ou de plusieurs planètes. Et le top des tops, c'est quand on peut observer un système planétaire avec les deux méthodes. Et ça, il y en a. Donc là, on est vraiment à ce moment-là, bien sûr, de ce qu'on a observé. Donc vous voyez, c'est ça qui permet de savoir qu'il y a des planètes. Alors, juste une petite remarque, si vous avez une planète qui passe comme ça devant l'étoile, et si cette planète a une atmosphère, eh bien quand la planète passe devant l'étoile, vous avez une partie du rayonnement de l'étoile qui traverse l'atmosphère de la planète. Et on peut comme ça, pas toujours, mais il y a quelques cas où il y a des groupes de chercheurs qui savent caractériser l'atmosphère d'une planète comme ça. C'est-à-dire ils peuvent voir s'il y a du gaz carbonique, du méthane, de la vapeur d'eau, de l'ozone, en étudiant le rayonnement de l'étoile, parce qu'on ne voit pas la planète, mais en étudiant le rayonnement de l'étoile au moment où on a un minimum qui montre que la planète est devant. Vous voyez, on peut faire des tas de choses à condition d'avoir la bonne technologie. Alors, parmi ces planètes, on se demande évidemment si on peut... Il y en a qui sont habitables ou pas. Alors, habitable, entre guillemets, pour l'instant, ça signifie qu'il peut y avoir de l'eau liquide dessus. Alors ça, c'est parce qu'on ne connaît pas d'autres types de vie que celle qu'on a sur Terre. Et je réponds tout de suite à une question qu'on me pose souvent. On me dit, mais on cherche quelque chose, une vie comme la nôtre qui a besoin d'eau, et s'il y a d'autres sortes de vie. Ben oui, peut-être qu'il y aura d'autres sortes de vie, mais on ne sait pas comment la trouver. Donc en fait, en démarche scientifique, on se base quand même sur quelque chose qu'on connaît. Et là, on a un seul échantillon de vivants.
Je dis un échantillon vivant parce que vous savez, l'ADN sur la Terre, de toutes les espèces, très très proche. C'est très très proche. Et toutes les espèces ont besoin d'eau sur la Terre pour vivre. C'est à base d'eau. Donc l'idée, c'est est-ce qu'il peut y avoir autour d'une étoile une planète solide sur laquelle il peut y avoir de l'eau liquide. Donc les gens cherchent ça, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Parce que si la planète est trop loin, il fait trop froid, l'eau est gelée. Et si la planète est trop proche, il fait trop chaud, l'eau s'évapore. Donc la réponse à cette question, c'est oui, il y en a. Maintenant, on peut dire, on sait qu'il y a des planètes solides qui peuvent avoir dessus de l'eau liquide. Maintenant, on n'est pas au bout de la question. Parce que, encore une fois, c'est comme pour Mars, une planète habitable ne veut pas dire qu'elle est habitée. Hein, la distinction est importante. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a des systèmes planétaires, autres que le système solaire, on peut se poser la question, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, d'abord comment ça se forme au départ, et puis quel est l'avenir, qu'est-ce que ça devient à la fin. Et là, on va pouvoir revenir sur Terre en se disant, ben oui, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas de catastrophe humaine avant, humaine ou autre, la Terre va encore exister pendant tant de temps, et son destin, c'est ça. Alors attendez, pas de façon précise et détaillée, mais globalement ce que deviennent les planètes à la fin. Alors, comment se forment les systèmes planétaires? Dans des nébuleuses comme ça. Donc les étoiles, avec ou sans planète autour, se forment dans des nébuleuses comme ça. Ça, c'est la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion, c'est une poignée d'étoiles. C'est un endroit où il y a beaucoup d'étoiles qu'on voit se former en ce moment. Alors quand je dis on voit se former, attention, il faut quelques dizaines de millions d'années pour qu'une étoile se forme. Donc je ne dis pas qu'on va voir la naissance d'une étoile comme on voit la naissance d'un bébé. Mais on voit des étoiles qui sont très très jeunes, qui sont la naissance, vous allez voir, d'étoiles, même si l'échelle de temps est très très longue, on voit le phénomène. Donc cette nébuleuse d'Orion, elle est là. Ça c'est pour ceux qui sont parmi vous, astronomes, enfin qui aiment regarder le ciel, vous connaissez la constellation d'Orion. Avec ici Bételgeuse, ici Rigel, ici c'est supposé être la ceinture d'Orion, et puis ça c'est supposé être l'épée d'Orion, à moins qu'on appelle ça aussi les trois mages, ça dépend des gens. Enfin c'est supposé être le guerrier Orion. Et la nébuleuse d'Orion, elle est là. Elle est là, elle est très, très facile à voir, parce que très facile à repérer, hein, au milieu de ces trois étoiles. On ne la voit pas à l'œil nu, mais il suffit de bonnes jumelles ou d'un petit instrument pour pouvoir l'observer. Eh bien, c'est un endroit où se forment en permanence de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires. Et une image que, bon, je la montre, vous l'avez peut-être déjà vue, mais c'est important, ça, ce qu'on voit là, c'est une naissance d'étoiles dans la nébuleuse d'Orion en infrarouge. C'est-à-dire que c'est des fausses couleurs, ce n'est pas du rayonnement visible, c'est du rayonnement infrarouge. Et une petite remarque, c'est que le rayonnement infrarouge, en tout cas celui-là, n'arrive pas jusque sur la Terre. Donc, on n'a pu faire des observations comme ça que depuis qu'on envoie des instruments dans l'espace. Sinon, on n'avait pas accès à ce type de rayonnement. Il faut que ce soit en infrarouge, parce qu'en visible, on ne verrait rien. Là, ce que vous voyez, c'est une naissance d'étoiles. Donc ça, c'est le fond de la nébuleuse, c'est lumineux. Vous voyez ici ce renflement-là, qui est, donc comme je vous ai dit, c'était des fausses couleurs, mais en réalité, c'est vraiment très rouge, et aussi avec un rayonnement fort infrarouge. Et puis, vous avez un disque autour. Voilà, un disque qui apparaît en sombre parce qu'il cache la lumière qui vient de la nébuleuse. Et ça, c'est un système planétaire en train de se former. Donc vous avez non pas une étoile toute seule en train de se former, mais une étoile avec un disque autour. Donc on peut comprendre très très bien pourquoi les étoiles se forment avec un disque autour. C'est simple, c'est que ça se forme dans quelque chose qui tourne. Tout tourne. La galaxie tourne, les nuages tournent, tout ça, ça tourne. Et si vous avez quelque chose, un nuage de gaz qui se condense et qui va former une étoile, c'est comme ça que ça se passe, ça se condense dans un milieu qui tourne. Donc, pour dire les choses un peu schématiquement, même si ce n'est pas
totalement correcte, quelque chose qui se condense dans un milieu qui tourne, il y a quelque chose qu'on appelle la force centrifuge. Enfin, vous pouvez comprendre que ça peut s'étaler dans le sens de la rotation, et ça fait un disque. Voilà, donc c'est pas du tout étonnant qu'il y ait des étoiles qui se forment, beaucoup d'étoiles qui se forment avec un disque autour. Alors, depuis quelques années, eh bien, on a des observations beaucoup plus détaillées de ces formations de systèmes planétaires. Alors, d'abord, avec l'instrument, enfin, je dis l'instrument, mais c'est un ensemble d'instruments, les antennes ALMA, Atacama Large Millimeter Array. Vous avez 80 antennes qui peuvent, là elles sont concentrées, mais elles peuvent se déplacer à des kilomètres l'une de l'autre. C'est au Chili, dans le désert de l'Atacama, à 5500 mètres d'altitude. Et on aurait dû avoir une conférence sur ce sujet. On l'aura, j'espère, l'année prochaine. C'est le sujet d'Anne Dutray, qui aurait dû venir cette année s'il n'y avait pas eu la pandémie, et qui travaille, elle, directement sur les données de ALMA. Donc j'espère que l'année prochaine, elle pourra vous en dire plus. Et ces antennes, qui sont des antennes radioélectriques, ALMA peut observer, pas le rayonnement visible, mais le rayonnement de la poussière. Et il y a beaucoup de poussière dans l'espace. Et donc elle peut détecter, ALMA peut détecter d'une manière extrêmement précise la quantité de poussière qu'il y a à certains endroits, enfin dans l'objet qu'elle observe. Donc il y a beaucoup de sortes d'observations que fait ALMA, mais en particulier les systèmes planétaires en formation. Et voilà ce qu'on voit, par exemple. Donc ça, c'est un système planétaire en formation. Et ce que vous voyez là qui est rouge, fausse couleur, parce que c'est des observations en radioastronomie. Mais tout ce que vous voyez rouge, là, ce sont des concentrations de poussière. Donc il faut penser que le disque de départ, le disque, celui que je vous ai montré avant, il est fait de gaz et de poussière. Il y a des poussières dans l'espace, c'est-à-dire des molécules du gaz accumulées. Il y a des poussières, des petits grains, toutes sortes de choses comme ça dans l'espace. Et donc, vous avez ce disque qui contient des poussières et des petits grains. Et là, vous voyez, une fois le disque formé, comment ça évolue. Et là, c'est assez fabuleux parce que la dimension, j'ai un peu oublié, mais ça doit être une dizaine de fois la dimension du système solaire, quelque chose comme ça. C'est vraiment très, très, très précis. Et donc là, ce que vous voyez, c'est au centre. C'est l'étoile qui est en train de se former. Et puis, vous voyez qu'il y a des concentrations de poussière, et puis il y a des zones où il n'y en a pas. Il y a des zones de vide où il n'y a pas de poussière. Et pourquoi il y a des zones de vide où il n'y a pas de poussière? C'est parce qu'il y a des planètes qui sont en train de se former. Les planètes se forment quand vous avez une accumulation de matière, et vous savez, la gravité, c'est comme ça que ça marche. Si vous avez une accumulation de matière, vous avez une masse plus grande, ça attire encore plus de matière et encore plus de matière. Donc quelque chose comme ça peut commencer, et en même temps ça tourne, tout ça tourne, donc ça tourne autour de l'étoile centrale, et une fois que la planète a commencé à se former, elle balaye son environnement. Donc elle récupère encore d'autres matières, et ça fait des anneaux comme ça. Alors, il y a des gens qui étudient ça en détail, en particulier chez nous, dans notre laboratoire. Et c'est pas forcément, ces gens-là montrent que c'est pas forcément une planète par anneau. C'est un peu compliqué, mais il y a une planète qui peut se former, qui peut sauter ensuite sur un autre anneau. Enfin, c'est pour dire que Hervé parlait tout à l'heure de complexité, mais c'est vrai que la complexité, on la retrouve partout, et là, c'est effectivement très complexe. Mais sans entrer dans cette complexité, je trouve ça quand même assez extraordinaire qu'un instrument comme ALMA puisse nous montrer comment se forment des planètes. L'étape intermédiaire entre le disque que je vous ai montré tout à l'heure et des systèmes planétaires. Alors il n'y en a pas qu'un, il y en a plein, de toutes sortes. Il y en a plein. Donc ça, c'est un sujet de recherche extrêmement actif. Alors maintenant, en ce qui concerne la formation vraiment des planètes, ce qu'on appelle l'effet boule de neige, si vous avez deux boules déjà formées, vous avez des étapes intermédiaires dans la formation des planètes. Vous avez ce qu'on appelle des planétoïdes ou des planétésimaux, suivant qu'on parle en anglais ou en français. Et ces petites minuscules embryons de planètes peuvent se rencontrer, et tout ça dépend du solide. Ça peut se rencontrer et rebondir, ou bien ça peut se rencontrer et se coller.
ça dépend. Et alors, donc, il y a toutes ces théories de boules de neige, c'est-à-dire vous prenez 2 boules de neige, vous les frappez, elles peuvent en faire qu'une. Donc, il y a toutes ces théories, mais alors là, on a une observation qui est assez récente d'un astéroïde. Un astéroïde qui se trouve au-delà de Neptune, que c'est assez amusant, enfin c'est pas amusant, non, mais que les gens avaient appelé Ultima Thule, et qui est fait de 2 boules comme ça. Alors il s'appelait Ultima Thule, mais il y a des, comment dire, il y a des gens qui se sont, comment dire, manifestés pour dire, moi je ne suis pas allé vérifier, mais pour dire que Ultima Thule correspondait à je ne sais quoi, un site, je ne sais quoi. Bon, c'est un site évidemment en Arctique, hein, mais qu'en plus c'était quelque chose qui avait été un symbole nazi. Alors ça, je ne sais pas exactement pourquoi, mais toujours est-il qu'Ultima Thule apparemment a été un symbole nazi. Donc ces gens ont dit qu'il faut débaptiser Ultima Thule, on ne veut pas d'Ultima Thule, il faut un autre nom. Donc ils l'ont fait. Ils ont débaptisé Ultima Thule et l'ont appelé Arrokoth. Arrokoth, ça veut dire ciel dans une langue indienne d'Amérique, je ne sais pas. Ceci dit, cette Arrokoth est faite de 2 boules, et là on voit vraiment le fonctionnement, quoi. On voit vraiment 2 boules à coller, là on l'a vraiment devant les yeux, et on a gardé à chacune des boules le nom de Ultima et le nom de Thule. Mais donc c'est Ultima et Thule qui forment Arrokoth. Et les dimensions, vous voyez, c'est de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres. Et ça, c'est pour expliquer. Donc ça s'est passé il y a environ 4,5 milliards d'années. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais, un petit dessin d'artiste. Plein de petits objets dans le disque qui se cognent. Alors, encore une fois, quand ça se cogne, ben, il y en a qui rebondissent. Et puis, ça peut s'accoler. Et puis, finalement, ça peut arriver à faire une altère comme ça. Hein. Il y a des gens qui parlent de bonhomme de neige de l'espace. Donc ça, c'est une étape, quoi. Là, cet astéroïde, il est resté comme ça. Mais ça peut continuer, et si ça devient suffisamment gros, ça devient sphérique, parce que les aspérités s'écrasent, et ça donne des planètes. Donc voilà comment se forment les systèmes planétaires, et voilà comment s'est formé le système solaire il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années. Alors je vous ai dit donc comment il se formait, maintenant comment ça va se terminer. Alors comment ça va se terminer, évidemment, ça dépend de la fin de l'étoile. Que va devenir une étoile comme le Soleil? Alors on ne sait pas d'une manière, c'est comme tout, vous savez, petite parenthèse, hasard et nécessité. Dans l'évolution des connaissances scientifiques, c'est intéressant parce que très souvent, il y a du hasard, beaucoup, tout est hasard en fait, on peut pas savoir individuellement ce qui va se passer, ou tel objet, ce qu'il va devenir, etc. Mais très souvent, au niveau collectif, au niveau statistique, là, on sait ce qui va se passer. Donc là, c'est un exemple. On sait ce qui va se passer pour la fin de la vie du Soleil, en gros, mais dans les détails, ça dépend du hasard. Donc voilà 4 exemples. 4 exemples de la fin, pour l'instant, j'ai pas parlé, c'est la fin de l'étoile, ça, la fin de l'étoile. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez une grande nébuleuse, là. Qui était l'étoile? C'était l'étoile. C'est-à-dire que, bon, je vous disais que le Soleil allait devenir une géante rouge, et après l'étape géante rouge va encore continuer à gonfler, 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 et donner quelque chose comme ça. Toutes les couches extérieures vont donner quelque chose comme ça. Et au centre, il reste une petite étoile, qui était le cœur de l'ancienne étoile. Donc, globalement, dilatation et contraction du centre. Et finalement, on aboutit à quelque chose comme ça. Donc ça, c'est toujours le cas. Toujours une enveloppe qui s'étend et la petite étoile au centre. Enfin, toujours le cas quand c'est une étoile qui ressemble au Soleil. Hein, parce que vous allez voir, les étoiles plus massives, c'est différent. Mais c'est toujours le cas. Maintenant, vous voyez la nébuleuse. Eh ben, elle n'est pas la même, là. Et ça dépend des circonstances, ça dépend du hasard, ça dépend de la matière autour de la galaxie dans laquelle l'étoile est en expansion, ça dépend du champ magnétique, ça dépend de tas de choses. Donc vous avez 4 exemples qui sont très différents. Ici vous avez eu 2 bouffées, par exemple. Ici vous voyez des structures comment on appelle ça, en rayons, là, des structures rayonnantes.
Tout ça, ça dépend. Puis là-haut aussi, là-haut, il y a eu 2 bouffées aussi différentes, à 2 moments différents. Mais il y a toujours la petite étoile au centre. Plus ou moins grosse, mais il y a toujours la petite étoile au centre. Donc c'est comme ça que le Soleil va terminer son existence dans 5 milliards d'années. Là, c'est des fausses couleurs. Donc voilà la nébuleuse, là, l'ancienne étoile. On voit au centre la naine blanche, la petite étoile, qui était le cœur de l'ancienne étoile. Et vous voyez autour un disque qui apparaît là en rouge. Donc on a commencé à découvrir qu'autour de ces vieilles étoiles, des étoiles qui sont en train de mourir, on trouve encore des disques. Alors est-ce que ce disque-là, c'est le système planétaire qui était là avant, qui s'est cassé et qui donne un disque, ou bien est-ce que le disque s'est reformé par la suite autour de cette petite étoile? Alors on a des indications. Ça c'est des dessins d'artistes, encore, hein, parce qu'on n'a pas la possibilité de... Ça ne se voit pas, enfin sauf ce que je vous ai montré, mais ça se voit très très peu, donc des idées de disques possibles autour de ces petites étoiles centrales, ça c'est scientifique. Donc ça c'est scientifique, c'est le flux de rayonnement qu'on reçoit d'une étoile comme ça, en fonction de la longueur d'onde du rayonnement dans l'infrarouge. Et l'étoile, la lumière de l'étoile, c'est ça. Et là, vous avez une épaule, là, et ça c'est l'observation scientifique. On observe une étoile, on voit ça. L'épaule qui est là est caractéristique de la présence d'un disque qui modifie le rayonnement en infrarouge. Donc, on est sûr qu'il y a des disques autour de beaucoup de ces étoiles-là. Beaucoup, parce que maintenant ça s'est vraiment multiplié, beaucoup. Et puis vous voyez dans ce rayonnement, vous voyez ce coude-là, cette épaule-là, qui est due au disque, et puis là, vous voyez une bosse. Eh bien, figurez-vous que cette bosse correspond très précisément au rayonnement, à l'émission en rayonnement de silicates. Et les silicates, c'est ce qu'on a le plus sur la Terre. Donc ça montre vraiment qu'il y a des disques, on appelle ça des disques de débris, autour de ces étoiles-là, et la composition chimique, la composition de ce disque correspond aux compositions des planètes. Alors on va même plus loin, parce que l'étoile qui est à l'intérieur, on a des indications qu'elle est en train de recevoir, accréter, on dit, c'est de cette matière qui vient du disque et qui a très précisément, enfin en tout cas dans certains cas qui ont été bien mesurés, des rapports, si vous voulez, de minéraux qui sont vraiment des rapports planétaires. Donc maintenant, je crois que c'est vraiment, vraiment admis, il existe ces disques de débris, ça veut dire que pendant le processus où l'étoile s'est mise à gonfler, eh bien, c'est pas très drôle pour nous, mais pendant ce processus-là, les planètes se sont cassées et ont formé des débris comme ça qui restent autour de l'étoile en train de mourir. Alors ça, c'est la fin des systèmes planétaires autour d'étoiles comme le Soleil, mais les étoiles qui sont plus massives que le Soleil, plus de 10 fois la masse du Soleil, elles ne terminent pas leur existence comme ça, elles explosent. Le Soleil n'explosera pas. Cette expansion est très lente, c'est du million d'années. Tandis qu'une explosion d'étoiles, ça peut se passer en une nuit. C'est une explosion d'étoiles, c'est vraiment très 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 rapide. Et les grosses étoiles, elles explosent, et après explosion, eh bien, elles donnent quelque chose comme ça c'est la nébuleuse du Crabe. Et donc voilà ce qu'on voit de la nébuleuse dans le rayonnement visible. Donc vous voyez, on ne voit pas du tout, ça ne ressemble pas, c'est pas tout à fait comme la fin du Soleil. C'est beaucoup plus mouvementé. Ça, c'est ce qu'on observe en rayon X. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pulsar. Un pulsar, c'est une étoile qui est tellement dense, beaucoup plus dense que ce que je vous ai montré tout à l'heure de la fin de vie du Soleil. C'est tellement, tellement dense que ça nous apparaît comme... Bon, on peut voir, on ne voit pas le pulsar directement, là, mais on voit son environnement. Et puis, ça fait des jets, enfin, la lumière est dirigée
il y a un champ magnétique intense, la lumière est dirigée par les lignes de champ magnétique, et on voit passer comme des impulsions, là, comme un phare. Ça marche, oui, comme un phare. C'est un pulsar, comment dire, ça ne pulse pas, ça ne pulse pas, ça a des impulsions. Attention, c'est pas tout à fait pareil. Et alors là, il y a un composite, là, pour voir à quel endroit l'image en rayon X se retrouve dans le rayonnement visible. Alors pourquoi je vous montre ça? Pour deux raisons. Si j'ai encore un petit peu de temps, je pense que j'ai encore 5 minutes. Je vous montre ça pour deux raisons. La première raison, c'est que on parle de système planétaire en fin de vie. Donc pour moi, j'ai plutôt focalisé sur des systèmes planétaires autour d'étoiles qui ressemblent au Soleil. Mais il peut y avoir des systèmes planétaires autour d'étoiles beaucoup plus petites que le Soleil, et il peut aussi y avoir des systèmes planétaires autour de grosses étoiles. Donc qu'est-ce qui se passe si on a un système planétaire autour d'une très grosse étoile qui explose? On pourrait dire, a priori, tout va exploser. Et c'est probablement ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, et c'est vrai, je vous l'ai dit au début, que la première planète autour d'une étoile, comme le Soleil, a été découverte en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz. Ce qu'on oublie, ce que les gens ne savent pas, et parce que ça, je pense que ça posait problème, ça mettait les gens mal à l'aise parce qu'on ne comprenait pas. Ce que les gens ne savent pas, c'est que 3 ans plus tôt, d'autres chercheurs qui s'appelaient Dale Frel et Alexander Volksan ont découvert une planète, qu'est-ce que je dis une planète? 4 planètes autour d'un pulsar. 3 ans avant la découverte de Michel Mayor qui leur a donné le prix Nobel. Alors ils ont découvert cette planète-là, la méthode, bon je ne vais pas vous détailler ça, mais les pulsars envoient des impulsions très régulières. Et si le pulsar, c'est encore un petit peu comme la méthode, vous savez que si vous avez des planètes autour d'un objet central, l'objet central il bouge un peu aussi. Donc si le pulsar se rapproche, eh bien les impulsions nous arrivent un petit peu rapprochées, et si les pulsars s'éloignent, les impulsions nous arrivent un petit peu éloignées. Eh bien c'est ce genre d'observation qui les a conduits à découvrir ces planètes-là. 3 ans avant Michel Mayor. Donc la conclusion de ça, il y en a plusieurs. La première, c'est que les gens se demandaient si c'était vrai, quoi. Parce que ça paraît quand même tellement bizarre. Des planètes autour d'un pulsar c'est ce qui reste quand une étoile a explosé. Ça semble bizarre. Donc on se demandait si c'était vrai, on se demandait s'il n'y avait pas d'erreur d'observation, d'erreur dans les calculs, parce qu'il y a des calculs évidemment pour arriver à partir des observations à trouver ces existences de planètes. Je peux vous dire que maintenant c'est confirmé. Donc c'est réel. Alors maintenant, est-ce que ce sont des restes de planètes qui existaient avant l'explosion et qui se retrouvent encore là? Ou bien est-ce qu'il y a eu l'explosion et que très vite un disque s'est reformé autour du pulsar et que des planètes se sont reformées a posteriori autour du pulsar? On ne sait rien. Alors la deuxième raison pour laquelle je vous parle de l'explosion d'étoiles, c'est que quand une étoile explose, eh bien, après, ça peut faire des traînées comme ça dans l'espace. Une chose importante pour nous, très importante, c'est que dans cette matière-là, tous ces filaments-là, qui viennent de l'explosion d'une étoile, eh bien, la matière qui est là-dedans n'est pas la même que la matière qui est à l'extérieur, parce que ça vient d'une étoile qui a eu des réactions nucléaires. Et des réactions nucléaires dans le courant de la vie de l'étoile, et d'autres réactions nucléaires violentes pendant l'explosion. Et qu'est-ce qui se passe quand une étoile explose? Enfin déjà pendant sa vie, ensuite quand elle explose, ces réactions nucléaires qui partent des éléments les plus légers, l'hydrogène, l'hélium après, etc., ça construit petit à petit les éléments lourds, tous les éléments lourds. Ensuite, eh bien, vous avez d'autres systèmes planétaires qui se forment, comme je vous l'ai montré, à partir de matière qui a été polluée par celle-ci, qui s'est mélangée au reste. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir les éléments chimiques qu'on a actuellement sur la Terre, et c'est pour ça qu'on peut exister. C'est parce qu'il y a eu des étoiles avant qui ont existé, qui ont explosé, après avoir fabriqué les éléments dont nous sommes faits maintenant. Donc c'est très important pour nous, ces explosions d'étoiles. Alors je vais revenir maintenant sur Terre,
Et je vais revenir sur Terre avec une petite considération par rapport à la vie, puisque j'ai commencé un petit peu donc, à en parler, que la plupart des éléments dont nous sommes faits ont été formés dans les étoiles depuis le début de l'univers. Et il y a aussi de nombreuses molécules organiques, c'est-à-dire à base de carbone, des molécules d'origine de la vie, qui existent déjà dans l'espace, ou sur Terre, mais pas seulement sur Terre, aussi sur des astéroïdes, enfin ça existe. Donc nous avons, disons que c'est un acquis du siècle dernier, je peux dire, comment sont formés les éléments chimiques dont nous sommes faits. De l'autre côté, vous avez la biologie, qui part de nous, qui part du vivant, de l'existant, du vivant, et qui, qui dissèque et qui cherche à comprendre jusqu'à le plus petit possible ce dont nous sommes faits, et qui cherche à comprendre ce que c'est que la vie. Alors là, je ne vais pas y passer des heures, mais je peux vous dire qu'il n'existe pas de définition unique de la vie. Il y a beaucoup de définitions de la vie. En fait, la vie est probablement quelque chose qui a besoin de plusieurs définitions à la fois. Hein, c'est pas du tout évident. Et comment on est passé des éléments qui ont été fabriqués dans les étoiles à la vie? Point d'interrogation. Point d'interrogation qui... cette zone se rétrécit. Il y a des recherches qui se font, cette zone se rétrécit, mais c'est quand même encore point d'interrogation. Alors, ce qu'on sait, on ne sait pas comment ça a commencé, tout ça. Est-ce qu'il y a eu un monde? Alors, ARN, c'est une... L'ARN, ça fait partie des molécules, je vais être un petit peu schématique, messagères dans la fabrication de protéines, dans l'ADN, enfin des choses comme ça. Les premières membranes, parce que les cellules sont entourées de membranes. Y a-t-il eu un ancêtre commun de toutes les cellules? Last unique common ancestor, hein, je crois que c'est ça. Mais il y a vraiment dans l'idée, moi je ne suis pas du tout biologiste, hein, donc je ne fais que répéter ce que j'ai entendu et les discussions que j'ai. Les virus, qui sont des petits bouts de molécules, et vous avez des virus d'ADN et des virus d'ARN, les virus très probablement existaient préalablement à la vie, si tant est qu'on sait ce que c'est que la vie. Est-ce que les virus sont vivants? Ça, c'est une discussion, parce que si on considère que quelque chose de vivant est quelque chose qui se reproduit, les virus ne savent pas se reproduire quand ils sont tout seuls, mais en revanche, quand ils rentrent dans une cellule, ils peuvent utiliser la cellule et se reproduire, et puis ensuite ils ressortent. Donc c'est un peu des parasites qui peuvent se reproduire à condition d'avoir une aide. Voilà, donc en fait, on va revenir sur Terre, revenir aux objets vivants, revenir à la nature et aux champignons. Mais il faut quand même avoir l'idée, si vous voulez, la conclusion, c'est d'une part que l'humanité qui se croit très 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 forte, il faut quand même qu'elle ait bien dans l'idée qu'elle est là depuis pas très longtemps, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas forte, parce qu'elle est... elle fait partie de la vie qui s'est construite toujours, il faut le dire, au combat avec les virus en particulier, hein, toujours. Ce qui est de différent à notre époque, c'est ce dont je parlais au début, c'est-à-dire pas la conscience, mais la planète, je ne veux pas dire la mondialisation, parce que la mondialisation a pris un caractère économique. Quand on parle de mondialisation, c'est mondialisation économique. Donc le lien planétaire, donc des virus, il y en a eu plein dans le passé, mais ça restait local. Alors celui-ci, il se propage très vite, et en plus, le lien planétaire. Les gens voyagent, les gens ont des réunions, donc c'est vraiment, on est dans une période de l'histoire de l'humanité où on a une sorte de bifurcation à cause des liens planétaires. Donc cette bifurcation, elle se retrouve dans des conditions très positives, mais aussi il y a des conséquences qui ne sont pas géniales pour nous. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, il faut bien penser aussi que la matière vivante humaine, c'est très peu de choses par rapport au reste, et qu'en fait la masse vivante sur Terre, c'est essentiellement des bactéries ou des archées. Donc là, c'est pour un peu plaisanter, mais nous avons 2 kilos de bactéries chacun en nous, hein, vous savez, on vit tout le temps avec les bactéries. Donc ça permet de prendre un petit peu de recul, peut-être un petit peu d'humilité, mais un petit peu d'humilité comme toujours, sans oublier qu'on est quand même très fort. Voilà, je vais arrêter là, avec le retour à la Terre.
Voilà. Merci.